Toute l'actualité de votre radio. C'est chaque dimanche entre 13h et 14h sur Radio Fantasia. En direct sur Fantasia. Et oui, mes très chers enchanteurs, il est 13h et c'est l'heure bien du journal des sorcières. Comme chaque dimanche, nous sommes en direct pendant 1 heure pour pouvoir vous faire développer plein de nouveautés, plein d'informations, plein de sorties, plein de bons plans, plein de formations, les petites annonces. Il y a plein de choses comme ça qui se mettent en place chaque dimanche entre 13h et 14h. Et à chaque fois, c'est une émission qui est donc en direct, puis en rediffusion le même jour entre 18h et 19h. Donc là, j'attends Antinous. Attendant qu'il arrive, écoutez, on va ouvrir les portes autour d'une formation qu'il propose sur son site. Donc, si jamais vous êtes intéressé, donc le site c'est formation au pluriel antinouspodia.com. Donc, vous allez sur ce site, bien évidemment, et vous allez voir, sur ce site, des tas d'informations autour de formations qu'Antinous propose. Donc là, je vais mettre le lien sur le chat. D'ailleurs, je remercie au passage les enchanteurs qui sont sur le chat. Il y a Clan du Lac, il y a Lysia, il y a Althea qui sont là. On fait des gros bisous, les enchanteurs. Venez sur le chat pour pouvoir avoir justement les liens et pour pouvoir échanger si vous le souhaitez notamment. Alors, de quoi parlent ces formations ? Alors, il y en a une en fait que je suis actuellement depuis le mois de septembre. Et en fait, chaque mois, on a un module qui se débloque, bien évidemment. Et en fait, c'est une formation d'Antinous qui fait 8 modules. Donc, en fait, on comprend bien que cette formation se suit sur 8 mois. Et alors, c'est quoi cette formation ? C'est la formation Witch Wars. Alors, ça signifie quoi ? Ça signifie un petit peu la guéguerre des sorcières, comment gérer les conflits dans les communautés païennes. Comme nous explique Antinous dans son plan de formation, il nous dit que ce cours s'adresse aux praticiens païens, aux Wiccans, aux leaders communautaires qui souhaitent donc développer des compétences solides pour identifier, comprendre et gérer les conflits qui soient en interne ou en externe et que l'on appelle dans nos milieux le Witch Wars. C'est vrai que c'est très répandu dans nos milieux qu'il y ait des conflits comme ça, que son intérêt ou émotionnel entre plusieurs clans ou groupes ou même au sein même d'un groupe. Et donc ces conflits, comme il explique, souvent sont déstabilisants et ne sont pas donc de simples querelles personnelles, non, ils sont souvent révélateurs de dynamiques dites psychologiques, sociales et spirituelles bien plus profondes qu'il n'y paraît, capables donc de fragiliter toute une communauté entière si l'on n'y prend pas garde. Et l'ambition de cette formation, comme nous explique Antinous, est d'apporter une vision beaucoup plus claire, des outils concrets et surtout une sagesse dite païenne, bien sûr, pour transformer ces dynamiques destructrices en opportunités de croissance individuelle et collective. D'ailleurs, ce serait intéressant, mes très chers enchanteurs qui sont sur le chat, bien de nous dire si vous avez vécu effectivement des petites guéguerres comme ça en interne ou avec d'autres praticiens ou d'autres apprentis autour justement de l'univers EzoWitch. Ça serait intéressant d'avoir vos témoignages à ce niveau-là. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'eux ou alors vécu ce genre de choses ? Donc Antinous nous dit dans sa formation que l'approche qu'il propose se situe à un niveau intermédiaire à avancé et que cela signifie qu'elle s'adresse aussi bien à des personnes déjà engagées dans une pratique spirituelle personnelle qu'à celles qui assument des responsabilités dans un coven, un cercle, une association ou même une grande communauté publique. Et le cours ne se contente pas de rappeler les bases de la communication ou même de la gestion d'un groupe, non, il mobilise des outils psychologiques, organisationnels et stratégiques qui sont adaptés aux réalités spécifiques des communautés spirituelles dans notre réalité actuelle, donc dans notre réalité contemporaine. Ainsi, il vise à donner aux participants la capacité non seulement de réagir face aux conflits, mais aussi de les anticiper, de les comprendre en profondeur et aussi surtout de les transformer en moteurs de résilience ou même de renouvellement. Donc c'est quand même pas mal cette information des plus intenses qui soient. Donc on va continuer, on va un petit peu voir. Donc moi j'ai suivi la première session de formation, le premier module, et en fait dans ce premier module, ce qui était très intéressant, c'est qu'on a vraiment toute la définition, l'origine historique, la dynamique psychologique, et puis surtout toute une partie autour de l'origine, donc les juges de sorcières, les arbitres autoproclamés de l'époque, puisque ça date quand même il y a fort longtemps. Je pense même que ça doit dater dès qu'en fin de compte l'être humain a commencé à avoir une communauté qui se créait. Donc dès que l'être humain a commencé, vous savez, à
avoir un lieu et puis avoir une perception spirituelle au sein d'un même clan, d'un même groupe. Donc c'est ce que j'en comprends, c'est ce que j'en ressens. Donc vous pourrez me dire effectivement si vous de votre côté vous avez fait des recherches à ce niveau-là. Est-ce que des guerres de clans comme ça, des guerres spirituelles entre praticiens, entre apprentis, vous l'avez déjà vécu et comment ça a pu se passer dans votre cœur? C'est pas toujours évident de vivre ce genre de choses. D'ailleurs, c'est pas pour rien aussi que j'ai créé l'émission Psyché Occulte parce que bien évidemment, il y a plein de clés émotionnelles à mettre en avant. On est tous des êtres humains, on a tous voilà, des côtés sombres et lumineux en nous. Et donc, les mettre en lumière, je trouvais ça très intéressant pour Psyché Occulte. Et le fait de vous parler de cette formation de Antinous, ça permet aussi d'avoir vraiment des bases émotionnelles, psychologiques, mais surtout d'avoir des bases de reliance à l'histoire, parce que c'est historique. Quand on parle de sorciers, de sorcières, on sait que les sorciers de base sont des jeteurs de sorts, on sait que dans le milieu ésotérique, que ce soit dans notre communauté actuelle ou même par le passé, il y a effectivement eu des émergences un peu plus sombres, un peu plus profondes. On parle de magie noire, on parle de plein de choses autour de l'occultisme, et on peut effectivement rencontrer des personnes qui, au premier abord, ne semblent pas être malsain ou autre, mais en fin de compte, c'est bien qu'ils vous manipulent sans que vous puissiez vraiment en prendre conscience. Alors pourquoi, à mon sens, ça arrive, en tout cas de ce que je peux percevoir aussi de la formation d'Antinous, pourquoi à mon sens ça arrive, surtout quand on est débutant, c'est parce que justement on est débutant et qu'on a une vision de ce milieu qui est un petit peu fluffy. Alors c'est pas pour être méchante ou autre, mais c'est vrai, moi-même j'ai été fluffy beaucoup à mes débuts, pensant que tout le monde était comme moi dans le milieu spirituel, mais en fait non, on a autant de personnes voilà, lumineuses que sombres. C'est ce qui fait aussi la richesse de cette communauté, mais parfois, bien évidemment, comme on est vraiment débutant, eh bien on va s'orienter vers des personnes pour qui on a l'impression, en réalité, qu'ils vont nous apprendre énormément de choses. Souvent, ces personnes-là ont beaucoup de savoir et savent parler à une grande communauté, à beaucoup de personnes. Et donc, ce qui fait que on est happé par tout ce qu'ils racontent, ils nous font évoluer, etc., etc. Et c'est vrai qu'après coup, il y a nous, on développe aussi des capacités, on perçoit des choses qu'on ne percevait pas avant, on ressent des choses qu'on ne ressentait pas avant. Et ça, c'est surtout ça, en fait. Vous voyez, la petite perception que je vais d'ailleurs mettre beaucoup en lumière dans Psyché Occulte, c'est qu'en fait, notre évolution et notre cheminement dans l'ouverture de nos ressentis, notre médiumnité, nous permettent après coup, à force d'ouvrir le champ des possibles dans notre instinct et dans notre cœur, eh bien, on arrive à déceler des clés de manipulation, de trucs très étranges, très bizarres, qui peuvent perdurer quand on côtoie certaines personnes de cette communauté. On perçoit certaines subtilités comme des guerres d'ego, bien sûr, des guerres de savoir aussi, des guerres d'admiration au sens très hard aussi des choses. Vous voyez, en fait, il y a plein de petites choses comme ça, très subtiles, qui peuvent se mettre en place au fil du temps. Donc là, si vous avez effectivement un cheminement qui commence à s'opérer depuis un nombre d'années, par exemple, vous avez déjà perçu ce genre de personnes. C'est une obligation en soi. Vous ne pouvez pas faire autrement que de les voir. Mais il y a aussi autre chose, c'est que des fois, quand on est très touché par des personnes ou parce qu'on les apprécie énormément, on minimise les effets qui peuvent montrer de l'extérieur. Donc, il y a tout un tas de travail émotionnel qui sont très enrichissants pour notre propre personne et puis aussi dans notre cheminement et autour de nous. Donc, les guerres de clans, les guerres d'ego, c'est juste dingue tout ce qui peut arriver. Mais on reste des êtres humains. Donc, comme on reste des êtres humains, on fait du mieux qu'on peut, comme on dit. Donc, il n'y a pas de jugement, mais c'est vrai que parfois, c'est très compliqué. Alors, Clandula qui nous dit « Je suis pas bonne en résolution de conflits, ça me gave, je comprends. Je m'éloigne, inintéressant, perte de temps. » En fait, c'est inintéressant, c'est une perte de temps quand ça ne te concerne pas. Mais une fois que ça te concerne, en fait, là, il y a un souci. Oui, parce que tu prends de plein fouet, en fait, ce conflit. Donc, le fait de ne pas s'intéresser aussi à ces conflits extérieurs de toi, après c'est mon avis personnel sur la question, ça amène pas à avoir en fin de compte plusieurs visions. Parce que c'est important d'avoir toutes les visions d'une guerre de conflit, surtout dans notre milieu, de toute façon dans tous les milieux, que ce soit ésotérique ou pas, dans tous les milieux, quand on a effectivement ces conflits qui se mettent en place, avec ces trucs rock'n'roll qu'on voit autour de nous, des gens qui se détestent, qui se haïssent, c'est bien de comprendre les thématiques en fait, le cheminement, comment ça s'est passé, surtout si ces personnes-là ont été très proches, vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui peuvent se mettre en place, donc je peux comprendre que tu t'éloignes, parce que bien évidemment, ça peut être
être dur aussi à vivre, hein, de voir par exemple des personnes qu'on apprécie ne plus s'apprécier, c'est pas toujours évident, mais en même temps, il faut réussir, à dépasser ça, à prendre de la distance, de la hauteur, pour pouvoir comprendre les tenants et les aboutissants. Mais je suis admirative de ceux qui en ont le don. Ouais. Il y en a qui sont vraiment très doués dans la communication. D'ailleurs, dans la formation d'Antinous, il y a toute une partie, on va développer un petit peu plus, vous verrez, il y a toute une partie où justement il explique comment mettre en place, au niveau de la communication, comment mettre en place toutes ces choses-là pour éviter que ça arrive. Lysia qui dit « Je suis pas très bonne non plus, j'ai plutôt tendance à envenimer les choses car comme je suis une éponge, je chope l'agacement ambiant. » Alors je pense, Lysia, tu me dis si je me trompe, parce que moi aussi je suis une hypersensible comme toi, comme une éponge, je crois qu'on est même très nombreux dans ce milieu à être des éponges. Et d'ailleurs vous verrez, hein, plus vous allez évoluer dans votre cheminement, plus vous allez être des éponges. En fait, pourquoi c'est très perturbant? Parce que comme on perçoit des choses qu'on ne veut pas mettre en lumière, et notre physique en fait en pâtit réellement. Donc ça envenime aussi parce qu'on peut être maladroit, on ne sait pas comment exprimer les choses. Donc des fois, même gérer émotionnellement certains conflits, c'est très compliqué parce que comme ça prend au cœur et au corps et à l'âme, on peut être très brut de pomme, on peut être très brutal dans la manière de percevoir l'autre. Donc ce qui fait que, oui, comme tu dis, Clan du Lac, c'est une compétence plus. Et sincèrement, plus on va aller dans le temps, plus ça va être une compétence, à mon sens, qu'il faudra vraiment développer. Parce que comme vous le savez, avec tout ce qui arrive autour de nous dans notre société, il va falloir y aller, hein. Alors, Abyss qui nous dit, alors des recherches, non, j'en ai pas fait, mais j'aime beaucoup la sociologie, la psychologie. Ce sont vraiment de bonnes bases, Abyss, vraiment. Parce que, tout est dit en réalité, psychosociaux, tout est dit. Il y a aussi j'ai suivi une formation il y a quelques jours de ça, pendant une semaine sur le stress et surtout le traumatisme, le stress post-traumatique. Et je peux vous dire qu'on n'imagine pas en réalité tous les déclencheurs qui découlent juste d'une communication violente, en tout cas que la personne perçoit comme violente. On n'imagine pas tous les syndromes derrière qui peuvent émaner d'une communication dite violente, émotionnellement parlant. Et un schéma se répète souvent, et je trouve ça intéressant. Alors tu vois, c'est bien, Abyss, que tu le mettes en lumière, ça, parce que souvent on ne perçoit pas le schéma qui se répète, parce que on a la tête dans la coquille, comme on dit, hein, et en fait on reproduit sans s'en rendre compte, hein. On reproduit toujours, et en plus on va se relier vers des personnalités qui vont pouvoir mettre en lumière certains blocages. Donc ça aussi c'est très intéressant à percevoir. Donc je vois que tu perçois, c'est super. Et elle nous dit, on observe qu'à tous les niveaux, humains, animal ou insectes, il y a un besoin de vivre en groupe. Tout à fait. C'est une question de survie, mais aussi de bien-être moral. Et le point qui fait tiquer, c'est qu'arrive un moment où la société ou l'organisation, appelée comme ça, comme vous voulez, arrive en fait à un summum de bien-être. Donc, égal besoin primaire rempli, expérience et culture qui évoluent, et boum, quand on est stable et en sécurité, on crée un conflit avec le voisin parce qu'on n'a rien d'autre à faire. C'est vrai aussi. À comprendre comme on est en sécurité, et chez les animaux, les insectes, c'est la même chose. Tu vois, par contre, je ne savais pas pour les insectes et les animaux que ça pouvait être la même chose. Pour moi, ça a toujours été une perception justement d'insécurité, reliée à l'insécurité. Mais par contre, tu vois, j'avais pas cette vision que comme on est en sécurité, que tout va bien dans notre vie, bim, et si on allait embêter le voisin d'à côté. Mais c'est vrai que vu comme ça, c'est pas anodin en réalité. Et elle conclut, il faut se positionner comme médiateur, tout à fait, prendre l'avis de chacun et expliquer à l'autre. On parle tous un autre langage. Par contre, ça devient compliqué lorsqu'il y a plusieurs intermédiaires. C'est souvent le souci, c'est que comme souvent, quand les guerres comme ça de clans éclatent, ça éclate. Pourquoi? Parce que ça devient public en réalité. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que ça ne peut pas rester dans la sphère privée. Voilà, ça ne peut plus rester dans la sphère privée parce qu'à un moment donné, la cocotte minute, elle explose. Et aussi, il y en a certains, qui échangent avec d'autres, et puis ça fait boule de neige, hein, vous savez, c'est un petit peu comme le syndrome, là, tu racontes quelque chose à quelqu'un, et en fait, tu vas plusieurs kilomètres plus loin, le message n'est plus du tout le même, ce qui s'est passé n'est plus du tout la même chose. Et ça aussi, c'est très représentatif de l'être humain, et notamment en France, hein. Si on fait des recherches, vous verrez, sur la communication, en France, on est très comme ça aussi. On aime beaucoup, surdimensionner les choses qui sont arrivées, rajouter des petits éléments complémentaires à ce qui a pu se produire dans une petite guéguerre, dans un petit conflit,
conflit, on adore beaucoup surdimensionner les choses. Et ça, c'est très c'est très français, quoi. C'est très français. Enfin, dans les recherches que j'ai menées, c'était très français. Donc c'est très intéressant de vous lire Les Enchanteurs, n'hésitez pas à continuer. Je vais regarder, est-ce que, non, toujours pas, notre très cher Antinous, ma flûte, moi qui me faisait un grand plaisir comme vous de la voir, mais c'est pas grave, on va quand même parler de sa formation. Donc en deuxième module, on va voir apparaître en fait les acteurs et les rôles reliés à cette formation. Donc il y a les antagonistes. En fait, dans chaque chose que vous allez faire dans votre quotidien, dans ce milieu, vous aurez toujours les protagonistes, donc ceux qui sont avec vous, et les antagonistes, ceux qui sont contre vous. En fait, c'est tellement logique et naturel, parce qu'on déjà on peut pas plaire à tout le monde, on peut pas plaire à la masse, c'est pas possible en soi. À partir du moment où on plaît au plus grand nombre, c'est qu'il y a un vrai souci, c'est que la personne qui se met en lumière comme ça n'est plus elle-même en réalité, puisqu'elle est constamment reliée à une image qu'elle montre, qui n'est pas forcément cette image lisse que la personne de l'autre côté ou que les personnes de l'autre côté perçoivent en fin de compte d'elle. Donc ce qui fait qu'après coup, ça peut créer des antagonistes involontaires. Pareil, on aura l'occasion vraiment de développer dans Psyché Occulte au mois de novembre comment on crée en fait des gens qui nous détestent, comment se créent des gens qui nous jalousent, comment se créent des haters aussi. Vous allez voir, c'est très particulier, cette méthodologie psychologique qui se met en place. Mais là, je vous donne quelques petites subtilités. Et donc, ce qui fait que comme ils deviennent antagonistes, mais s'ils deviennent antagonistes et opposants, ils deviennent quand même reliés à nous. Vous voyez, quoi qu'il se passe, ils ne peuvent pas s'empêcher de regarder ce que l'on fait, d'écouter ce que l'on dit, d'aller commenter ou d'aller, voilà. Vous voyez, il reste quand même un fil, il y a un lien qui est là. Parce que, bien évidemment, on est bien d'accord. Quand quelqu'un ne vous intéresse pas, il vous intéresse pas. Peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il dit, peu importe ce qu'il montre, vous n'êtes pas intéressé. Vous n'avez pas forcément l'envie, le besoin, le temps même, d'aller blablater ou d'aller mettre des commentaires ou, voyez. Donc, les gens qui font ça, en réalité, il y a vraiment toujours une continuité. C'est un fil conducteur qui reste en réalité. Un lien qui n'est pas vraiment coupé. Parce que ces personnes-là ont besoin de conserver ce lien malgré tout. Parce que, bien évidemment, le traumatisme de la séparation a été tellement fort pour certains que c'est très compliqué, en réalité, de couper ce cordon. Par contre, si effectivement vous arrivez à couper le cordon, à ne plus vouloir entendre parler de cette personne, ou de ces personnes, ou de ce groupe, là, c'est encore mieux, parce que j'ai envie de vous dire, là, vous vous envolez vers d'autres sphères, et ça, c'est juste magnifique. Et donc, dans ce module 2, on voit effectivement toute cette perception qui peut être mise en lumière entre antagonistes, opposants et protagonistes. Il y a autre élément aussi qui c'est très compliqué, plus vous êtes connu en réalité, plus c'est difficile d'avoir ce cheminement. On le met pas assez en lumière, je trouve, mais en fait, quand on gère une communauté ou quand on est youtubeur, instagrammeur, tiktoker, on se montre dans ce milieu et bien évidemment, on a une position, une manière d'être à montrer, qui doit être celle que l'on connaît, un minimum quand même de carrure et de retour. Par contre, c'est pas parce que vous voyez cette image-là publique de ces personnes-là, la manière dont ils communiquent avec vous, qui sont pareils dans la sphère privée. C'est pour ça aussi qu'il y a, je pense, un mélange, surtout qu'on est dans une génération, là, depuis quelques années, où tout se montre, tout se voit, et que les gens, en fin de compte, on fabrique des mini-stars par les réseaux sociaux. Donc, ce qui fait que c'est pas toujours facile à gérer le fait qu'on ait beaucoup de monde qui nous contacte et en même temps de la haine qui peut se mettre en place, etc. Vous voyez, les échanges et la communication sont pas toujours faciles, mais dans les deux sens en réalité. Parce que les gens qui nous contactent, ils pensent qu'on est leurs potes et ils nous parlent comme si on était leurs potes d'il y a 20 ans, alors qu'on les connaît pas. Et puis de l'autre côté, nous, quand on est connu publiquement, quand on se montre ou même quand on parle publiquement dans le milieu EsoWitch, notamment je parle, c'est voilà, il faut avoir une certaine manière d'être, à mon sens, et ne pas tout mélanger entre sphère privée et sphère publique de cet univers-là. Donc là, Antinous nous met en lumière comment, en tant que leader, en tant que gestionnaire ou directeur de communauté ou de différentes plateformes, etc., que ce soit TikTok ou autre chose, ou même créateur tout simplement d'une société autour de l'univers EsoWitch, comment arriver à gérer ce conflit, comment arriver aussi à recruter
des personnes en fait qui ne sont pas là pour de mauvaises raisons, parce que ça aussi c'est très compliqué de recruter des personnes qui sont là voilà, pour la gloire, pour être connues, pour être célèbres, pour se montrer, pour dire moi je sais tout faire, moi je connais tout, moi j'ai la science infuse. Il y en a beaucoup dans ce milieu qui, à partir du moment où ils commencent à avoir de l'évolution et de la connaissance, ces personnes-là, hélas, ils montrent un autre visage. Alors, est-ce que c'est un visage qu'ils avaient toujours eu, mais caché, et qui, en fin de compte, se révèle quand ils commencent à prendre de la hauteur et de la connaissance, ou alors est-ce qu'effectivement, c'est l'évolution du cheminement qui fait ça aussi? Ça, vous voyez, ce sont vraiment des questions qu'il faudrait se poser, je pense, à mon sens. Il nous parle également dans le module 2 de toute la partie des observateurs, des intermédiaires et des personnes neutres, justement ce que Abyss expliquait, Clan du Lac aussi expliquait dans le chat tout à l'heure. C'est très important qu'il y ait des intermédiaires, mais des gens surtout qui sont neutres. Parce que quand vous avez des guerres de clan comme ça, les premières personnes, je vais vous dire, moi je l'ai vécu, les premières personnes en réalité qui viennent vous voir, ce sont les personnes en fait qui aiment les guéguerres. Je vous le dis, les toutes premières personnes qui ont pu me contacter quand j'ai eu des soucis, dans les réseaux ou autres, etc., dans les différentes structures, etc., ce sont ces personnes-là, en fin de compte, qui appréciaient les guéguerres. Donc, résultat, qu'est-ce que j'ai fait? Je leur ai pas parlé, en fait. Donc, tout simplement, je réponds pas aux messages. Quand ce sont des personnes, vous voyez, comment on les voit, en fait? Ce sont des personnes qui vous contactent jamais, qui ont pu vous contacter. Il y a une partie de votre cheminement. Et puis, pendant des mois, des années, vous avez plus du tout de nouvelles. Et là, bim, ils reviennent. Du jour au lendemain. C'est bizarre, hein. En fait, c'est comme ça qu'on perçoit certaines clés également. Moi, quand il y a des gens avec qui je communique jamais et qui d'un coup me contactent pour me demander Pierre-Paul Jacques, non, en fait. Oui, ok, mais non, en fait. Tu veux savoir, t'auras pas l'information de ma part, en tout cas. Vous voyez? Donc, c'est des petites choses comme ça. Donc là, comme le module 2 n'a encore pas mis en ligne, je l'aurai au mois d'octobre. Donc, je sais pas encore précisément si Antinous va nous mener vers ce chemin-là. Mais en tout cas, moi, c'est l'une des clés que j'ai pu percevoir quand j'ai pu vivre ce genre de phénomène. Alors, je vais regarder. Waouh, il y a plein de messages. Beaucoup de monde se font une idée d'une personne visible sur les réseaux et quand ils les voient en vrai, ils crient au scandale en disant qu'ils sont déçus. En fait, ça, moi je pense savoir parce qu'en fait on idolâtre tellement les gens qui nous apprennent plein de choses. Vous voyez, avant c'était les stars, c'était les célébrités, c'était les acteurs et aujourd'hui ce sont les personnes des réseaux sociaux. Alors peu importe l'univers, parce que c'est valable dans tous les univers. Là on est dans l'univers The Witch, mais c'est valable dans tous les univers en réalité. Vraiment. Donc, à partir du moment où on a une certaine admiration, et moi je sais que c'est mon gros souci, pendant très très longtemps, j'admirais beaucoup les gens en fait. Et c'est un vrai problème, parce que admirer les gens, en réalité, ça nous maintient dans une sorte de sphère parfaite de la personne. Et en fait, on oublie que cette personne, elle reste humaine, avec ses côtés sombres, ses côtés joyeux, ses côtés rock'n'roll, vous voyez. Donc c'est ça en fait qui est vraiment compliqué. Donc arrêtons en fait d'idolâtrer, arrêtons de mettre en avant comme ça ces personnes et en fait il faut que ce soit nous que nous mettions en avant dans ce milieu-là le plus, en tant que personne, en tant qu'apprenti, en tant que personne qui souhaitons évoluer. Prenons ces praticiens, toutes ces personnes qui se montrent, dont moi également et plein d'autres, prenons ces personnes pour ce qu'ils ont à nous donner et arrêtons de les admirer. Voilà, moi c'est vraiment le message que je vous donne là, qui est très important. N'admirons plus ces gens-là et juste prenons le message qu'ils ont à nous offrir, la sagesse pour certains de leur enseignement, mais arrêtons de les admirer et admirons-nous nous-mêmes. Voilà, parce que ce cheminement, il est là aussi surtout pour nous-mêmes, pour avancer, pour évoluer, pour faire de notre vie un véritable enchantement, et enchanter les autres. Donc c'est pour ça, je pense, à mon sens, en tout cas c'est mon expérience qui parle, qui fait que quand j'admire quelqu'un, je suis très souvent déçue parce que je la mets sur un piédestal tellement énorme que dès qu'il se passe un truc, et le piédestal redescend et c'est aussi un problème de miroir. Voilà, toujours pareil, un problème de miroir. Alors, peut-être pas maîtresse de conférence, Abyss, mais non, peut-être pas maîtresse de conférence, non, peut-être pas à ce point. Mais oui, moi, je trouve vraiment qu'il y a un truc quand même de jeu de miroir. Vraiment, c'est pas anodin. Regardez Jung, regardez plein de trucs psycho autour de ça. Tout le monde dit c'est fluffy, mais non, pas tant que ça, c'est pas fluffy. Est-ce que c'est merveilleux, Je vois Magic, mais qui c'est? Allô? Allô, je suis vraiment désolée, j'ai pas vu l'heure.
C'est pas grave, mon poussinet. Écoute, j'étais en train de développer une partie de ta formation. Je me suis dit, est-ce qu'il va venir, notre très cher Antinous? Mais le pire des pires, c'est qu'en fait, ils sont en train de faire des travaux chez moi là. Bref, on est dimanche, donc j'étais en train de ranger un petit peu le balcon parce qu'ils avaient foutu le bordel dans le balcon, enlevé comment ça s'appelle, ces mousses là hyper toxiques qu'ils ont mis sur. Et donc j'étais en train, et puis je dis bon, j'ai mis mon réveil, j'ai fait OK, enfin l'alarme en disant c'est bon l'heure. En fait, je l'ai pas entendu. Je me retourne et je vois l'heure. Je fais mon Dieu. C'est pas grave, t'inquiète pas. En tout cas, ça fait à peu près une vingtaine de minutes que je parle justement de ta formation, de tout ce que j'ai pu ressentir aussi en découvrant ce premier module. Je leur disais, parce que je parle de ta formation, tu sais, sur le Witch War. The Witch War, oui, en effet. Et donc, il y a 8 modules. Donc, je suppose que comme on ouvre chaque mois un module, pour le moment, on est sur 8 mois. C'est ça. En fait, c'est un module par mois. Ouais. En fait, le principe, c'est que la personne avance donc à son rythme, une fois par mois. Il y a, en tout cas, dans le cas de Witch War, c'est une fois par mois. Il y a donc le cours qui est transmis, qui est donné avec le cours en entier, la lecture. Donc la personne peut prendre son temps en fait dans sa démarche et être tranquille un petit peu. Donc elle peut recevoir par exemple à la fin des 8 mois tous ses cours et dire c'est pas grave, j'en ai fait que 2, je vais reprendre. Donc après elle peut avoir tous ses cours tout le temps quoi. Donc c'est vraiment un programme fait pour prendre son temps. Oui, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même pas anodin. C'est vraiment les Witch War en fait, les guerres de sorcières en français. C'est une dynamique qui est présente depuis toujours dans le milieu ésotérique et qui s'est énormément accentuée depuis les réseaux sociaux. Énormément. Pourquoi je suis pas surprise? Parce que forcément sur les réseaux, on se montre. Donc ceux qui ont besoin de gonfler leur ego, ils sont les maîtres du jeu en réalité sur ces lieux-là. Donc ça doit être plus complexe effectivement d'être connu, je pense, à notre époque plutôt que par le passé. Tu me dis si je me trompe? Exactement, c'est exactement ça. Et il faut pas oublier que les personnes qui ont si on prend l'ésotérisme moderne, les personnes qui ont commencé à être publiques, c'est des personnes qui, désolé de dire ça, mais qui avaient un travail à côté, qui avaient une vie normale. Et en gros, c'était la sorcellerie, c'était vraiment la passion, quelque chose ils devaient pas montrer. La sorcellerie ne leur apportait pas de l'argent ni de la gloire, et donc ils n'avaient pas ce besoin. Sauf qu'avec le temps, c'est devenu carrément un business. C'est devenu, le capitalisme est passé par là. C'est devenu un business, c'est devenu un modèle de gloire. Et puis les réseaux sociaux ont fait exploser cela. La génération de ceux qui sortent d'écoles de marketing qui ont vraiment réapproprié la sorcellerie pour en faire un produit de marque, et à partir de là, ça entraîne quoi? Je vais critiquer l'autre, je vais influencer l'autre par la magie ou par les réseaux, par tout ça, qui fait que ces personnes-là en fait deviennent hyper toxiques pour la communauté et mettent en place des witch wars, des guerres de sorcières. Ma communauté contre la tienne, ma volonté contre la tienne, et moi ayant subi ça depuis toujours, parce que on se connaît depuis des années, donc tu sais très bien tout ce que j'ai vécu. C'est pour ça que ta formation elle est juste ouf, parce que tu es vraiment, à mon sens, l'un des mieux placés pour pouvoir proposer une formation sur ce type de sujet. Parce que je peux vous dire qu'Antinous, il revient de très loin. Il a été malmené pendant des années. Vous imaginez même pas. Moi, je sais même pas comment tu as fait pour tenir. Donc, tu vas nous donner des clés dans cette formation. Ça va être juste merveilleux. Mais j'imagine qu'à plusieurs reprises, tu vois, j'ai des frissons tellement, je trouve ça tellement triste, tout ce que tu as vécu. Je me dis, mais comment tu as fait pour tenir, en fait? Tu vois, je suis très émue. Je crois sincèrement, ça c'est un truc. En fait, j'ai foi, à la différence de beaucoup de gens, je dis pas que tout le monde se sent comme ça, je précise, mais souvent quand les gens sont hyper négatifs, hyper méchants, hyper dans la volonté de détruire l'autre, c'est pour moi des gens qui sont pas croyants, qui ne croient pas réellement au Dieu, qui ne croient pas réellement à la magie, à la sorcellerie, au karma, peu importe, parce que quand tu crois en tout ça, tu peux pas te permettre de faire ça. Tu peux pas te permettre par exemple, de jeter une malédiction si tu crois au karma, si tu crois au retour de bâton. Tu vas pas te permettre de jeter une malédiction. Si tu crois au Dieu,
tu vas pas te permettre de mentir sur les dieux en disant les dieux m'ont dit ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est des points qui a mis du temps pour moi dans mon esprit à accepter le fait que, en fait, ces gens-là déjà sont pas des croyants. Ensuite, en fait, ma foi, ma croyance fait que automatiquement, je me sens protégé, j'allais dire, mais c'est pas vraiment le mot, mais en gros, chaque fois qu'il y avait ce down, il y a plusieurs fois, j'ai fait des dépressions à cause de ce genre de trucs, hein. Mais derrière, j'ai fait le dieu, la déesse, enfin, les dieux, les déesses vont m'aider, il y aura une solution positive à la fin, les choses vont tourner dans le bon sens, etc., etc. Donc, ça m'a énormément aidé. Et après, j'ai cette chance de ouf, et vraiment, je remercie les dieux pour ça, d'avoir des amis, des gens qui ont la même vibes que moi. Je veux dire, il y a toi, il y a Midnight par exemple, il y a Runa, il y a Ekaya ou autre, mais je cite que, mais les membres de mon coven aussi. Même si, il y a ceux qui finalement ont la même vibes, les weirdos comme dans The Craft. On a la même vibes de valeurs et on a ces valeurs. Il y a Sarah aussi, par exemple, qui était une des rencontres absolues, je trouve, où on a vraiment des mêmes valeurs de dire, on est là parce qu'on croit, on est des vrais croyants, on n'est pas juste... Donc voilà, et donc en vivant tout ça, en fait, personnellement, j'avais commencé, j'écris beaucoup, mais j'avais commencé un petit cahier en disant, voilà, il faut que t'évites ça, Benjamin, il faut que machin. J'ai écrit les schémas aussi, hein. On a des archétypes, des schémas qui se répètent un petit peu. Des gens, en gros, tiens, le manipulateur, il a cette chose, tiens, il utilise des techniques de manipulation, quelles sont ces techniques? Alors vas-y, je listais les techniques. Ah tiens, je me rappelle, lui, il a fait ça, et puis après, il m'a trahi comme ça. Pourquoi? Et en fait, petit à petit, ça a donné un livre qui, hélas, ne peut pas être publié parce que c'est pas vraiment un sujet qui était intéressant par les maisons d'édition. Et donc, de ce fait, j'ai fait, en faisant, que ça soit un cours, un enseignement, que au moins des gens si je peux, en tout cas par cet enseignement, aider la personne à éviter de passer par où je suis passé, d'avoir les armes de base pour éviter de souffrir. On souffrira toujours, hein, il y aura toujours des cons dans le monde, hein, mais si elle peut atténuer cette souffrance à travers les techniques, si elle peut se protéger en vérifiant, enfin en tout cas en abordant et en reconnaissant des manipulateurs, etc., ça serait parfait, quoi. Ça serait, en gros, le job de ces modules auront été mis en place, quoi. On est d'accord qu'aussi le but du cheminement, hein, qu'on a tous, c'est de savoir aussi réguler nos émotions, d'avoir une harmonie, hein, dans nos émotions, les comprendre, les transcender, etc. Donc on peut effectivement avoir des côtés négatifs, des penchants, mais il faut avoir la conscience de les percevoir, ces côtés négatifs et ces penchants. Si on fait pas un travail dessus, ça sert à rien en réalité, tout ce qu'on est en train de mettre en place dans ce cheminement. Exactement. Alors, je fais des cours de théologie, hein, je suis en licence de théologie. Il y a ce questionnement de qu'est-ce que pour les chrétiens le péché originel. Beaucoup disent oui, c'est la pomme, c'est le savoir. Non, en fait, pour beaucoup de théologues, le péché originel dans la Bible, c'est quand Caïn et Abel, enfin quand Caïn a tué Abel. C'est le meurtre, mais c'est pas le meurtre, l'acte de tuer. C'est la colère, la haine, la chose inhumaine au fond de soi qui a fait que cet acte existe. Et à partir de ce moment-là, cette pulsion, elle a été transmise à tous ses descendants. Donc nous, enfin dans la croyance chrétienne. Et je pense que même en tant que païen, on a pas mal de mythes qui sous-entendent cette idée-là, que les hommes ont en eux une colère, ont en eux une haine, ont en eux quelque chose de hyper négatif, en tout cas de dangereux pour l'humain, et que notre but finalement sur Terre, notre but à nous là actuellement, en tant que, en tout cas sorcière ou païen ou même humain, c'est de transcender ça, mais pas ne pas l'étouffer, ne pas le cacher, ne pas comme beaucoup font ça, ou juste prendre conscience. Quand on fait un acte et se dire, avoir un recul à chaque fois de remise en question sur j'ai agi comme ça, pourquoi j'ai agi comme ça, je me suis énervé, pourquoi je me suis énervé. Ça s'efface pas en quelques années, ça prend des décennies, mais voire peut-être une vie, je dirais. Mais c'est toujours remettre en question chacun de ses actes. Ça, c'est déjà un bon début. Dire pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai agi comme ça, pourquoi j'ai envie
de voir cette personne mourir. Il faut dire ce qui est, on est humain, on a des fois ce sentiment, mais il faut avoir ce recul et dire mais pourquoi je ressens ça, pourquoi j'ai envie de ça, quel est le but de ça. Et en fait en cherchant le but on comprend que ce sentiment est trop extrême et on peut le limiter, on peut s'en rendre malade, hein. Je peux vous dire, vous pouvez aller très loin dans la maladie. Il y a des cas comme ça de haine où les gens étaient tellement haineux à d'autres personnes qui se sont rendus malades, hein. Donc, mais totalement. C'est très grave en fait, hein, d'aller jusqu'à ce point-là de la haine de l'autre ou des autres. C'est comme tu dis, c'est inhumain en fait, hein, d'aller jusqu'au point de la colère, de la haine. Enfin, c'est quand même des émotions très fortes, mais qui montrent aussi quelque part, c'est ce que je disais tout à l'heure avant que tu arrives, il y a un lien en fait, il y a un lien qui n'est pas coupé. Tant qu'il y a encore une émotion aussi forte et aussi vive d'une autre personne ou d'un clan ou d'un groupe, c'est que ce lien n'est pas coupé, et donc c'est une forme d'amour malsaine, mais c'est une forme d'amour quand même. Et donc ce qui fait que la personne en face qui reçoit tout ça, elle reçoit ces émotions très négatives, mais ça reste quand même des émotions, quoi. Exactement. Elle a besoin de montrer qu'elle a un attachement à l'autre, quoi. Et c'est ça qui est dingue aussi dans notre manière de percevoir toutes ces visions-là. Totalement. Je dis toujours que l'inverse de l'amour, c'est pas la haine, hein. C'est l'ignorance. Tout à fait, Quand on a encore de la haine, c'est qu'on a encore un attachement. On a encore ce besoin que l'autre nous voit d'une manière ou d'une autre, hein, que l'on soit important pour cette personne. Et en fait, c'est quand on commence à dire je m'en bats les couilles de lui, vraiment en mode j'ai aucun sentiment quel qu'il soit, de l'amour, de la colère, de machin, je n'ai plus rien. C'est à ce moment-là où on est vraiment dans l'opposé de l'amour, dans le sens, quand on imagine l'amour, l'opposé de l'amour dans le sens où cette personne n'a plus de valeur, donc elle n'existe plus, elle n'a plus de valeur. Et donc à ce moment-là, on n'a plus rien. Et c'est une sorte de libération, hein. C'est très Cartacés. Mais totalement. Et on va même aller plus loin, hein. Tu me dis si je me trompe, en tout cas c'est ce que je ressens. À partir du moment en fait où vous êtes bien dans votre vie, en réalité, mais vous n'avez même pas envie d'être malsain avec d'autres, de mettre des commentaires haineux, vous laissez les gens vivre dans leur life, et puis c'est tout. Et puis si ça vous plaît pas, vous passez votre chemin. À quoi bon les dislikes? À quoi bon les commentaires de dingue que des fois on voit sur les réseaux? En fait, on se rend compte, hélas, qu'il y a énormément, hélas, de personnes frustrées. Tu vois, qui ne vivent pas la vie qu'ils souhaiteraient vivre. Et en fait, comme il y a des gens qui se montrent publiquement, qui créent des choses, et eux, ça les rend dingues, en fait, de ne pas pouvoir, semer ces belles choses. Donc, ils sont là, ils sont malsains, ils sèment des graines qui ne vont pas, et puis, en fin de compte, en réalité, ça les rend plus malades qu'autre chose, en réalité, et c'est bien triste. Quelqu'un qui est sain, il fait pas ça. Mais tu touches vraiment un point qui est important. Tu dis, c'est voir les gens faire des choses. C'est souvent ces personnes-là, ceux qui veulent provoquer des witch wars, des choses comme ça, comment dire-nous, c'est des gens qui ne font rien dans leur vie. Quand on se pose et qu'on regarde leur vie, c'est des vies tristes en fait. Et c'est ça qui est la partie finalement. Moi, je n'ai presque plus de haine. Généralement quand les gens sont vraiment dans ce cas-là, on pense très fortement à certaines personnes, c'est que tu te dis mais en fait moi ma vie elle est bien remplie, je fais des choses, je crée des choses, j'ai des gens qui m'aiment. Pour arriver à ce niveau de haine, à épier le moindre commentaire, la moindre story, essayer de faire des tas de stories, des tas de commentaires, des tas de trucs par haine, c'est que la vie de cette personne est horrible. Elle est triste en fait. Et en fait, c'est plus de la pitié finalement qu'on développe que de la haine. Et c'est très prétentieux de dire ça, mais en voyant ça, on se dit mais putain, on aime notre vie quoi. Surtout qu'on n'a pas le temps en réalité. On n'a pas le temps. Je vais vous dire franchement, quand tu dis on a une vie remplie, quand c'est un conflit qui arrive, franchement, ça nous saoule. Ça nous saoule parce qu'on a autre chose à faire en réalité. Alors c'est triste de dire ça parce que ça fait moins empathique, mais en même temps, c'est bon à un moment donné. C'est bon quoi. L'empathie est un truc important quand la personne en face, quand l'empathie permet de construire quelque chose. Si on ressent de l'empathie pour quelqu'un et que cette personne
comment dire, ne ressent pas cette empathie en échange ou ne comprend pas ce qu'on essaye de lui apporter, en fait, c'est de la perte de temps. Il faut mieux l'utiliser sur quelqu'un qui le mérite. Enfin, désolé de dire ça comme ça, mais à un moment donné, il faut mettre les gens dans des cases et dire, bah tiens, cette personne, je dirais presque, c'est un peu péjoratif ce que je veux dire, mais elle est perdue, ça sert à rien, elle n'est pas dans le bon cheminement, elle le sera peut-être dans des années, mais pour le moment, il faut mieux que je me focalise sur quelqu'un qui est dans ce cheminement de changement, d'adapter, enfin. Et puis merde, à un moment donné, il faut s'entourer que des gens positifs. Alors, la vie est trop courte. Antinous, j'ai un témoignage sur le chat qui est très intéressant, je trouve. Oui. Et justement, je vais l'aborder dans l'émission Psyché Occulte autour de ça. Elle nous dit, donc c'est Glandulac, on lui fait gros bisous. Elle dit, j'ai un exemple concret qui me pourrit la vie, car je ne suis pas comme ça. Et je comprends totalement Glandulac. D'ailleurs, tu vas comprendre Antinous. Elle nous dit, la personne, quand elle m'énerve tellement, que je supporte plus ni sa présence, ni sa voix. C'est normal, en réalité. Totalement. Ce ressenti est totalement sain, est totalement logique, il est totalement humain, parce qu'à un moment donné, quand le bouchon est trop intense, on ne supporte même plus d'entendre la voix de cette personne. Rien que de voir une photo, de la voir, là, ça nous met des boutons. C'est parce qu'en fait, on n'a pas su s'arrêter avant. Et on a attendu, je sais pas si c'est pareil pour toi, Antinous, quand tu l'as vécu, on a attendu l'extrême pour pouvoir s'en éloigner. Et il faut pas attendre l'extrême, en réalité. Une fois, vous dites avertissement. 2 fois, au bout de 3 fois, c'est bon, en fait. Moi, c'est l'expérience qui parle, vraiment. Parce que, bah voilà, la vie faisant que, on ne veut pas malmener, nanana, on laisse. À un moment donné, bah, la coupe, elle est pleine et on peut plus. Et quand on peut plus, comme ça explose, on supporte plus. Voilà, on supporte même plus d'entendre la voix. C'est vraiment physique, c'est tellement physique, mais c'est pour ça qu'on peut même pas suivre cette personne en réalité, parce qu'on la supporte même plus. Donc, c'est exactement, c'est un virus. Ouais, par contre, c'est très intéressant de voir ça, parce que ça signifie que cette personne, elle a encore de l'influence sur nous. Totalement. Et le jour où on arrivera à réécouter sa voix, à revoir son visage, voilà, toutes ces choses-là, sans avoir aucune émotion, voilà, ça voudra dire rock and roll, ça y est, on est libéré, ça y est, tout va bien. Exactement. Il y a le point. Alors, ça va être bizarre ce que je vais dire, mais le point quand l'amour et la haine, c'est très fin. Et lorsque on a une personne et qu'on ne peut plus la sentir, genre vraiment à ce niveau-là, genre ne peut plus la voir, ne peut plus l'entendre, ne peut plus même sentir son odeur pour les personnes physiques. Enfin, quand la personne est à côté, c'est qu'inconsciemment il y a quelque chose qui va au-delà de la haine. Et il faut comprendre ça. Moi, j'ai remarqué, quand une personne me met une haine absolue à ce niveau-là, ne plus pouvoir entendre son truc, en posant les questions, c'est qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que j'ai ça ? Eh bien, il y a les attachements, il y a les souvenirs, il y a la nostalgie, il y a des trucs comme ça qui fait que ça nourrit cela. Et puis, en fait, le bon cheminement, c'est de se poser et dire « Ok, ça, c'est inutile. Ça, c'est inutile. Ça, c'est inutile. Ça, c'est inutile. » Et puis, en fait, à un moment donné, on arrive à un point, comme tu expliquais, on voit sa gueule, on entend ses mots, ça fait plus rien. Ça fait plus rien. Et la seule chose qui pourrait rester, et qui finalement n'est plus en lien avec ça, c'est plutôt le sentiment de perte de temps, d'inutilité, si on essayait de discuter avec cette personne. Parce que finalement, on n'a plus de sentiments, on n'a plus rien, on n'a plus de haine. C'est un parfait inconnu, c'est carrément un mur. Et que si la personne t'aborde, c'est comme si un mur t'abordait. Putain, c'est quoi un mur m'aborde ? C'est quoi ce truc ? On ne sait même plus comment réagir dans le sens, en fait, il n'y a plus rien à dire. Donc, il n'y a plus besoin de... Voilà. Il y a eu des gens comme ça dans le passé où vraiment, ils ont été hyper violents et puis après, ils sont venus s'excuser. Le problème, c'est que j'avais passé tellement le cap de l'ignorance absolue, que leur existence même n'existe plus, à tel point que j'oubliais leur nom et leur visage, alors que c'est des gens que je côtoyais presque quotidiennement. Et les jours où ils sont venus, les 3 cas que j'ai en tête sont venus s'excuser, j'étais en mode, ok. J'étais en mode, ok, écoute, si ça te fait du bien, c'est le principal, mais moi, j'ai plus rien à te dire. En fait, il y a un truc dans un vide absolu, en fait. C'est même pas de la colère, c'est juste un vide absolu en mode,
c'est trop bizarre et le sentiment est très bon parce que c'est très libérateur. Enfin, c'est en mode bon après l'ego prend un coup en disant ok, t'es arrivé à ce niveau-là de tu t'en foutisme total et lui il est tellement, tu l'obsèdes tellement qu'il est obligé de se pardonner, en fait, de venir se pardonner. Bon, il y a le côté ego qui parle aussi, mais sur le coup quand ça arrive, t'es en mode mais en fait t'es un peu surpris de savoir comment je peux réagir face à ça, parce que tu sais pas du tout comment réagir. Tu bugs. C'est ça. C'est ça, c'est le cerveau bug, t'es en mode mais en fait, moi, je n'ai plus rien envers toi. Je veux dire, une table vient me parler ou toi, c'est au même niveau. Mais parallèlement, toi, de côté, c'est important que tu entendes, il n'y a pas de souci ou j'accepte tes excuses, tu vois. Et donc, il y a une sorte de décalage qui est trop bizarre. Enfin, mais c'est assez agréable dans le sens où tu te sens libéré, mais c'est trop bizarre ce changement de tu niveau, le perçois même plus comme tu l'avais perçu par le passé aussi. Tu vois, il y avait ce piédestal peut-être que tu avais mis en place autour de cette personne. Et en fait, quand elle te recontacte plusieurs années après ou plusieurs mois après, où toi, tu as fait tout un travail personnel de deuil et tout ça, en fait, c'est bien en fait. Et c'est là que tu sais que t'es guéri. C'est magnifique en réalité. Hein. C'est là que tu sais que t'es guéri en réalité. Mais totalement. C'est à partir de là que tu dis, c'est bon, je suis passé à autre chose. Je suis libre. J'ai avancé. Je suis libre. Et ça, c'est des des mécanismes à développer et à prendre aussi derrière, à prendre les mécaniques des manipulateurs, les mécaniques des gens qui vont, j'allais dire gourou, mais ouais, qui vont tenter de faire une gouroufication, qui vont tenter on va essayer de prendre, de te faire croire à des vessies pour des lanternes, tu vois ce que je veux dire. Il y a toute une mécanique à connaître pour éviter de reproduire un schéma comme ça, hein, mais quand ça arrive et on peut rien faire, hein, donc il faut apprendre à se détacher et à ignorer, quoi, dire. Alors, juste pour répondre à Amstram, oui, il y a la rediffusion de cette émission à partir de 18h20, tout à l'heure, si jamais tu as raté le début. Elle sera en vidéo replay également sur notre chaîne YouTube Montasia TV. Moi, j'avais une question, Antinous, à te poser. Tu es dans l'univers de The Witch depuis hyper longtemps. T'es arrivé bien avant 2013, on est bien d'accord? J'ai commencé avec sorcellerie.net, je voilà, pense, en 2001, quoi. Donc, sorcellerie.net, c'est pas tout jeune, les amis. Hein. Donc, on est bien d'accord. Est-ce que, quand tu es arrivé dans cette communauté, notamment francophone, on parle bien francophone surtout, est-ce que tu aurais imaginé, en fin de compte, vivre tout ce que tu as vécu autour des dramas, autour de tout ça? Est-ce que tu aurais imaginé une seule seconde? Alors non. Enfin, quand j'ai commencé, j'étais persuadé que la communauté sorcière était douce et gentille. J'étais vraiment innocent et naïf. Hein. Je pensais que c'était, oui, on est tous une communauté, on s'en soutient tous face à l'adversité. La diversité, c'est la chose la plus importante pour nous. C'est pas parce que tu crois en ça qu'on va te rejeter. Et en fait, ça a commencé 2000. J'ai commencé un peu tôt avec ma famille, mais bon, c'est différent. Mais quand j'ai commencé à être plutôt public, à m'intégrer dans la communauté, on va dire, c'est les alentours de 2000 ans. Et en fait, plus le temps passait, et plus. Au départ, c'était ça. Enfin, je trouve qu'il y avait quand même un côté un peu nouveau au départ. Mais je pense que c'est à partir de 2005 où j'ai commencé à observer, à comprendre que c'était moins bisounours, qu'il y avait beaucoup de gens dont le but était très néfaste, hein, que c'était pas, en fait, leur but était pas d'échanger, de partager, mais plutôt de gagner de l'argent, de faire du mal, d'assouvir leurs désirs. C'était un peu, c'est la retombée a été difficile en 2006, 2005-2006 à ces eaux-là où j'ai vraiment senti, j'avais 17 ans, non, t'étais genou. Hein. Déjà quand je t'ai rencontré, t'étais genou. Hein. Ouais, et c'est là où j'ai vraiment été un peu dans le mal pendant cette période-là. Après, j'ai repris des galons. Je fais allez, let's go, on y va, ouais. Donc voilà, j'avais eu l'envie de faire ma boutique ESO les 13 chaudrons, les amis. Les 13 chaudrons, ouais. Les 13 chaudrons. Et je disais oui, il faut que ça soit the witch's place, il faut que ça soit les gens, ils doivent venir, tout le monde peut venir, il n'y a pas de jugement. En gros, j'essayais de créer une communauté locale, machin. Sauf que, guerre d'ego en interne, hein, parce que localement, il y avait la chamane qui faisait ça, l'autre
l'autre machin qui faisait ça, sauf que l'autre taclait sur l'autre, et finalement c'était hyper malsain, et c'était toujours le pognon hein, qui gênait, qui posait problème. Voilà, toujours pareil, peur de moins gagner, peur d'être... voilà, c'est souvent ça. Hein. Et d'ailleurs, je me souviens que... Je crois que c'est Runa qui disait ça dans une des émissions hein, de Speak and Spell. Elle expliquait effectivement que le problème dans ce milieu, hein, surtout hein, depuis une bonne quinzaine d'années, hein, depuis que les réseaux se sont développés de ouf, hein, comme tu as expliqué tout à l'heure, ben, le problème c'est qu'en fait il y a beaucoup de personnes de cette communauté qui créent un business autour de cet univers. En soi, il n'y a rien de problématique quand on y pense. Sauf que quand on crée du business autour de cet univers, c'est quoi le problème? Ben, c'est le problème, c'est qu'on a besoin d'argent pour manger, etc. Donc il y a ces guéguerres en réalité qui se mettent en place involontairement au départ et puis après coup beaucoup plus durement pour pouvoir gagner plus, être vu encore plus, être adulé pour certains encore plus. Donc ce qui fait que ça crée vraiment des distorsions en réalité entre les différentes communautés, différents créateurs, différentes structures, projets, alors que la seule chose qu'on souhaite tous, c'est d'être rassemblés, hein, chacun avec une vision qui lui sera propre, mais d'être rassemblés pour donner eh bien, un effet communautaire, concrète, bienveillante, et apprendre en fait tous ensemble. Mais non, comme il y a l'argent, il y a le business, bah, ça cache tout. Bah, c'est exactement ça, et il y a un point qui est vraiment qui est vraiment sur le truc là, comme elle disait Runa, c'est en fait les gens font du business et ça c'est pas problématique, c'est qu'ils en font un business absolu. Voilà. C'est mon modèle économique doit être ça. Et t'es en mode, ok, il n'y a pas de problème. Tu veux que ton modèle économique soit ça, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut que ta vie soit adaptée à ton modèle économique. Ah non, mais moi, je veux mon appartement à Paris. Enfin, j'exagère un peu les trucs, hein, mais je dois payer mon loyer à 1000 boules. Je dois acheter ça qui coûte un bras. Oui, mais tu veux une vie de riche, façon de parler, hein, tout est relatif, mais avec un salaire d'artiste. Parce que, clairement, quand on est dans la communauté, on est plutôt, au niveau salaire, on est plus proche d'un artiste qu'un PDG. Hein. Donc, tu as un salaire d'artiste, mais tu veux vivre comme un PDG, ça ne marche pas. Donc, à un moment donné, tu vas transformer ton art en business. Sauf que tu perds finalement tout l'art. Et donc, et après, petit à petit, tu penses au pognon. Hein. Tu penses à ta dernière facture, tu penses à tout ça. Donc ça t'angoisse, ça te stresse, donc tu vas être moins cool avec les autres qui font la même chose que toi, qui peut-être même être plus suivis que toi. Donc tout ça, ça engendre en réalité des guerres de clans, des guerres d'ego, tout ça à cause du business en réalité aussi. Ouais, c'est une grande partie, hein. C'est le capitalisme est une grande partie. C'est pas que le problème, mais c'est en partie le problème. Il y a ça, et après il y a bien sûr l'ego, hein, le côté je veux être une star. Hein, comme j'avais rappelé une fois quelqu'un qui était 3e degré et qui se la pétait, je lui dis mais chérie, t'es que 3e degré d'une tradition obscure. Dans 100 ans, tout le monde t'aura oublié. Enfin, à un moment donné. T'es pas Garner, quoi. Tu vois. Voilà, non, mais on n'est pas, c'est ça, on n'est pas tous Garner. Je veux dire, à un moment donné, je veux dire, il faut redescendre un peu. Là, on parle pas d'argent, là, c'est vraiment l'ego. Et là, c'est aussi un autre problème, c'est que des gens, en fait, ont une vie de merde. Et ne comprennent pas. En fait, c'est soit tu vas avoir ceux qui vont avoir peur de la mort et qui veulent être éternels, et à ce moment-là, ils passent par la mémoire, ce qui est bien, mais fait des choses bien, genre. Gagne un prix Nobel ou fait quelque chose comme ça, tu vois. Soit sinon, c'est des gens qui veulent une reconnaissance tout de suite maintenant, veulent dans cette vie être reconnus comme une superstar. À nouveau, mets-toi la chanson et... Tu sais, je vais te dire un truc. Hein. Si vraiment j'avais, moi perso, eu envie d'être une superstar, je serais restée dans la musique. Hein. Oui, je me serais pas pété entre guillemets le cul à faire tout ce que j'ai fait pendant toutes ces années. Je serais restée dans la musique, j'aurais dit ciao, tu vois. Donc là, on voit bien aussi hein, les reliances. J'avais une question à te poser et je pense qu'elle est très pertinente parce que en fait, on fait un mix hein, entre sorciers, sorcières, ésotéristes, etc., spiritualité au sens large. Mais toi, avec la bouteille que tu as vraiment vu des panels de praticiens. Je voulais savoir si tu as senti une différence quand même notable entre les ésotéristes purs et durs, hein, donc ceux qui sont vraiment dans l'observation, dans la lecture de traditions ésotériques pures, dans leur manière d'aborder les choses quand ils évoluent, et entre les sorciers traditionnalistes comme nous, EsoWitch, voilà, Titi Quenty. Est-ce que tu sens vraiment qu'il y a une différence dans leur manière d'être ou en réalité c'est la même chose? Alors c'est plutôt des archétypes. En fait, on va retrouver deux grands types d'archétypes principaux, je trouve.
les branleurs intellectuels. Désolé, mais c'est pas péjoratif. C'est pas péjoratif ce que je dis. Hein. Les branleurs intellectuels, c'est en gros ceux qui vont étudier, qui vont réfléchir, mais on va le retrouver des deux côtés. Hein, je veux dire, que ça soit dans les hommages, que dans les witchy. On va avoir ceux qui vont être toujours dans la théorie. Alors c'est des bibliothèques géants. Moi, je trouve, c'est des livres des ombres géants, comme si on doit citer Charles. C'est des bibliothèques géants. C'est des gens qui connaissent tout, qui comprennent tout, en tout cas théoriquement, qui associent plein de choses. Et on a besoin de gens comme ça. C'est pour ça que je dis branleur intellectuel, c'est pas péjoratif. C'est vraiment la personne qui réfléchit encore et encore et encore. Et puis surtout qui donne des mots des fois, mais alors qui dépasse tout entendement. On se dit, mon Dieu. Mais bon, l'archétype de base, c'est une personne qui va étudier, mais qui va très peu pratiquer, qui va beaucoup être dans la théorie. Et dans cet archétype, tu as des gens super positifs et super géniaux et vraiment intéressants et qui vont te dire, bah voilà, c'est plutôt comme ça, on va adapter ça comme ça. Donc, ils vont réfléchir le craft, ils vont réfléchir la magie, etc. Et qui vont discuter avec toi et que ça va être adorable. Et à côté, tu as des branleurs intellectuels, péjorativement parlant, qui vont utiliser cette connaissance pour se la péter. Et inversement, tu vas avoir l'autre archétype, c'est l'archétype du praticien qui va peu réfléchir, mais qui va beaucoup agir. Et là, on va voir les positifs qui vont plutôt peu réfléchir, mais réfléchir un peu quand même, un minimum. Quand même, ils vont faire, bon, attends, on va éviter de faire des conneries. Et à ceux qui vont faire n'importe quoi et qui ça part en couille. Et en fait, c'est plutôt ces deux types d'archétypes. Mais en fait, on va les retrouver des deux côtés. Autant chez les hommages que chez les witchy. Tu vas avoir des witchy qui vont full théorie, qui vont faire que de la théorie, qui vont jamais passer à la pratique de leur vie et qui vont te donner des leçons. Donc là, c'est les méchants, hein, les mauvais. Ou bien full théorie, ils vont jamais passer à la pratique et quand tu leur demandes, ils disent je n'ai pas d'intérêt, c'est plutôt intellectuel, c'est plutôt voilà. Et inversement, dans les witchy, on va avoir ceux qui vont pratiquer, qui vont réfléchir un peu, qui vont discuter avec ceux qui réfléchissent trop, qui vont pratiquer. Et à ceux qui vont prendre n'importe quel livre, vont ouvrir, ils vont faire quelque chose et ça leur explose dans la figure et ils se posent toujours la question pourquoi ça explose dans la figure. Et inversement, chez les hommages, on va avoir la même chose. Donc, on va vraiment trouver plutôt ces deux archétypes, peu importe où. Mais c'est vrai que, à nouveau, quand l'ego est là ou l'argent, c'est malsain. C'est très, très malsain. Genre, on va te sortir il faut sortir le dictionnaire pour discuter avec eux, alors que ça fait partie des 5, alors je ne sais plus les 5, mais un des trucs pour paraître intelligent alors qu'on ne l'est pas, c'est d'utiliser un vocabulaire très élevé, dont la personne a du mal à comprendre la moitié des mots. En fait, faire croire que tu maîtrises alors qu'en fin de compte, que nini, quoi. C'est ça. Mais ça, on touche l'ego, ça, totalement. Et moi, j'ai un peu de mal, enfin après ça, c'est plutôt personnel, mais moi, j'ai un peu de mal avec ça parce que j'ai toujours été dans l'optique de... Déjà, moi, de base, j'ai du mal à saisir des concepts un peu obscurs, même si je suis d'accord sur l'idée qu'il faut à tout prix mettre des mots pour chaque chose et utiliser les bons mots. Des fois, quand tu veux expliquer quelque chose, faut mieux pas aller chercher sur des trucs hyper trop poussés et aller sur des choses les plus simples. La vulgarisation, je suis un fervent défenseur de la vulgarisation, qu'elle soit en sciences, qu'elle soit en politique, qu'elle soit en magie, qu'elle soit peu importe. Il faut vulgariser. Tout le monde n'a pas le niveau, dont moi, je n'ai pas le niveau intellectuel pour comprendre le moindre truc. Donc, il faut vulgariser, il faut simplifier des idées et utiliser un vocabulaire simple pour exprimer des idées réelles, quoi. Et c'est comme ça, en fait, il y a vraiment des gens qui veulent mettre des frontières entre eux, les sachants ou les pratiquants et les autres. Et ceux qui sont là plutôt à faire le lien et à dire, tiens, en effet, tel livre de telle théorie sous-entend ça, alors je vais t'expliquer de façon plus simple. Alors voilà, tu vois, la pomme, elle fait ça et tu comprends plus facilement. Bah oui, mais quelque part, est-ce que t'as pas aussi l'impression que c'est mis en lumière tout ça, déjà pour minimiser la masse, hein, donc les gens comme toi et moi, comme les enchanteurs, hein, parce qu'on on n'est pas non plus éduqués en connaissant des mots de ouf. Est-ce que tu penses pas aussi que ça limite en réalité l'accès à la connaissance, le fait justement qu'on ait des gens comme ça, hyper pointus, hyper à fond dans le côté technique, qui fait qu'en réalité, l'ouverture ne se fait pas pour tout le monde. C'est clairement un élitisme. Hein. Voilà. Et c'est des gens qui ne se cachent pas, qui le disent haut et fort, qu'ils sont pour un élitisme.
Et moi, je dis souvent, il n'y a pas de problème. Je comprends les gens qui sont pour que certaines choses soient réservées à certains et pas à tous. Ok, mais fais partie de ces certains. Voilà, si tu fais partie des tous et que tu prétends être un certain, c'est faux, quoi. En gros, avant de vouloir paraître intellectuel, sois-le réellement. Tu vois ce que je veux dire ? Bah oui. C'est quand tu vois souvent, en fait, les vrais intellectuels, soit ils vont pas du tout être publics. Enfin, je parle du côté magique. Hein. On est d'accord. Les vrais blablabla experts en magie, ils vont pas être publics. On les connaît Vraiment. pas publiquement, on est d'accord. Parce qu'ils sont en mode, on s'en bat les couilles du petit peuple. Enfin, j'exagère un peu les traits, hein, mais on s'en bat les couilles du petit peuple. Pourquoi vais-je faire une vidéo YouTube ou des conférences sur ça ? Parce que je m'en bats les couilles je vais avec mon groupe d'experts et on va discuter entre experts. Voilà. Après, tu vas avoir ceux dans ce groupe-là qui va dire, mais oui, il faut mieux quand même un peu transmettre certaines idées pour attirer des gens comme nous. Donc, ils vont faire des conférences, mais ça va toujours être très accessible pour que tu puisses comprendre et discuter, etc. Puis après, à côté, tu vas avoir des gens qui ont pas le niveau, mais qui vont croire qu'ils ont le niveau, qui vont croire qu'ils font partie de loges anciennes, etc., dont les fameux intellectuels que je disais au début, ne les reconnaît pas. Et donc là, ils vont sortir des vocabulaires compliqués et tout, et ils croient être des nés de la cuisse de Jupiter, avec tout le respect que j'ai pour Dionysos. Ils croient être un dieu fait chair, alors que, en fait, pas du tout. C'est des humains comme des autres. Et au lieu d'écraser les gens, au contraire, il faudrait peut-être les élever, je trouve ça dommage. Après, voilà, on m'a dit plusieurs fois que j'ai un peu l'instinct de l'enseignant, donc je suis plutôt à vouloir transmettre et que la personne saisisse le sens rapidement et que elle me balance, je sais pas moi, juste après avoir maîtrisé le truc et tout, à me balancer en me disant mais en fait t'as eu tort Benjamin depuis des années, voilà la vérité. Et je suis en mode mais putain, j'aurais pas vu ça comme, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. L'idée c'est ça, c'est l'échange. Je suis très c'est pour ça que j'apprécie la science, hein. La science, la science, en tout cas la philosophie de la science actuellement. Hein, comme pour Aradia, par exemple. Voilà. Je suis toujours choquée. Mais oui, c'est comme ça qu'on évolue aussi, tu vois, c'est bien. Exactement. Et la science de base, c'est ça, c'est je balance une théorie, je balance une recherche, j'ai découvert ça. 10 ans plus tard, il y a un autre scientifique qui débarque, qui te balance une nouvelle recherche, qui nique ta théorie, qui nique ta recherche. Qui fait pas que niquer entre guillemets tout ça, mais qui nique carrément ta foi. Oui, envers cette divinité, tu vois, par exemple. C'est ça, et parallèlement, c'est quelque chose qui doit te faire grandir. Parce que l'exemple d'Aradia, on va parler d'Aradia. Oui. L'exemple d'Aradia, c'est que il y a toute une croyance, un culte qui s'est créé autour, alors que c'est du bullshit, on va dire, historique. Arrête de dire que c'est du bullshit. C'est des bullshit historiques. Mais Moïse est un bullshit historique aussi, et pourtant les gens le prient. C'est ce que Aradia représente. C'est pas un personnage historique. Oui. Tu vois, et c'est ça la différence. En théologie, on apprend ça dès la première année. En plus, notre prof d'éthique, c'est un prêtre, enfin c'est un catholique, un évêque, et il nous balance et dit à la fin de la théologie, il y a 3 possibilités pour vous. Soit vous devenez fou, soit vous devenez athée, soit vous devenez croyant. C'est la blague en disant qu'en force de questionner la foi, à la confronter avec la réalité, à la confronter avec l'histoire, à la confronter avec la science, soit on devient athée parce qu'on ne croit plus en rien, et c'est bien, comme il dit, c'est très bien, c'est votre cheminement. Soit on devient hyper croyant, ça veut dire que même si on supprime tout ça, même si on sait que Moïse c'est du bullshit, même si on sait que ça c'est bullshit, que Jésus potentiellement il a eu des enfants et tout ça, bref, on s'en fout. Même si on sait ça, en fait, ce qui nous reste au fond, c'est notre foi. C'est la croyance de ce qu'il représente, la communauté, etc. Donc, on est toujours croyant, mais on est croyant éclairé. On sait la vérité maintenant. On n'est plus manipulé par les superstitions. Je mets des parenthèses. Les superstitions. On n'est plus manipulé par des discours. On sait la vérité. Donc, on a la vraie foi.
Elle avait foi envers Dieu ou la déesse, peu importe. Et puis on devient obsessionnel. Troisième option, c'est on devient fou. C'est qu'on sait pas trop et on est complètement fou. Et là, on est fou. Et en fait, c'est ça. Pour moi, la sorcière, c'est la folle. Hein. C'est le fou, la folle. C'est même dans Provence, la fée et le fou, c'est la même chose. C'est le même mot. C'est fada. C'est le fou, la fée, c'est le même mot. Ça veut tout dire. On est dans une folie. On est entre les deux. On connaît les faits historiques. On comprend les faits historiques. On ne rejette pas les faits historiques. On connaît les faits scientifiques, on croit en la science, nous sommes pro-science, les sorcières sont pro-science. Mais parallèlement, nous croyons ça. Nous croyons à la magie, alors qu'elle n'est pas scientifiquement prouvée. Nous croyons à l'existence potentielle d'Aradia, alors que historiquement, c'est du bullshit. On est le cul entre deux chaises, et c'est très bien, parce que la sorcière est un être qui est liminal, c'est un être qui est entre deux, entre la réalité et la fiction, entre la réalité, enfin le monde matériel et le monde spirituel, entre la nuit et le jour, en pratiquant à minuit, au coucher du soleil, on pratique où dans un cercle qui est formé d'une croix, donc un carrefour. Enfin, on est toujours dans un entre-deux, et il faut intellectuellement qu'on soit dans un entre-deux. C'est magnifique, Antinous. Tu conclus merveilleusement bien cette magnifique émission du Journal des Sorcières. Je suis tellement contente que tu aies participé. C'est la première fois qu'on le voit sur le Journal des Sorcières. Tu reviens quand tu veux, Antinous, vraiment. Ah bah ça serait vraiment un plaisir. Ouais. Vraiment. C'est vraiment un plaisir. C'était super cool. Avec plein d'autres sujets, t'hésites pas. D'ailleurs, actu, parce qu'on va peut-être en profiter avant de se laisser. T'as des actus, des choses comme ça à nous transmettre ? Je vais être à Nice. Alors, je vous donne les dates. Ça va être présent sur le site Les Dryades Françaises. Je serai donc en conférence le 28, 29 et 30 octobre, là, ce mois-ci, à Nice, pour une conférence le 28 sur la Wicca, le 29 sur le Houdou et le 30 sur l'hellénisme. Pour le 28, donc il y a une conférence sur la Wicca traditionnelle et avec un rituel de Wicca traditionnel, en tout cas qui se rapproche afin de comprendre comment ça fonctionne. Le 29, ça sera donc une conférence sur le Houdou, plutôt un échange sur le Houdou avec un petit rituel Houdou. Et le 30, ça sera une célébration pour les Pompaya, donc c'est les célébrations hellénistiques envers, c'est la période, envers Zeus et Hermès pour nous protéger pendant cette période sombre qui est l'hiver. Wow, alors tu sais, c'est exactement ce que je ressentais à Amstram a dit, trop bien, le tiercé gagnant. Ce qu'il faut savoir, les enchanteurs, c'est qu'en fait, Antinous, Wicca, c'est un expert. Hellénisme, c'est un expert. Et le Houdou, c'est un expert. Et tu as apporté le Houdou et l'hellénisme, notamment, plus en France. Donc, ça, on est comme des fous. Et pour la Wicca, tu as été aussi l'un des premiers précurseurs de la Wicca traditionnaliste en France aussi. Donc, là, les amis, si vous voulez vraiment voir un praticien expert dans ces domaines, n'hésitez pas à aller à la boutique de la Dryade, qui se trouve à Nice, dans le centre de Nice, me semble-t-il. C'est ça, c'est à côté de Nice Étoile, pour ceux qui connaissent. Et ça sera sur le site de les Dryades Françaises. Donc vraiment, tu vas être à l'étage, non pas. Pour faire ton... je sais pas, ça sera la surprise, ça sera à l'étage ou au sol. D'accord. Ah, parce qu'ils ont aussi des salles en dessous. Ouais, il y a en fait la boutique est à 2 étages. D'accord. Donc il y a un étage en haut, il y a l'étage en bas, le rez-de-chaussée, et c'est assez cool. Enfin, l'endroit est très très génial. Enfin, moi j'aime bien. C'est une bonne vibes. Oui, on sent. Enfin, quand on voit un petit peu les vidéos, les images, on sent quand même qu'il y a une belle atmosphère totalement. Qui s'en dégage. Donc, faut vraiment ne pas hésiter. Et vraiment, la conférence a vraiment pour but d'apporter une connaissance. En gros, si vous ne connaissez pas le Houdou, la Wicca traditionnelle ou autre, c'est le but en fait de venir, d'écouter, de poser des questions et de toucher du bout des doigts à quoi ça ressemble un rituel Houdou, un rituel Wicca ou l'hellénisme. Donc vraiment, n'hésitez pas quoi. Merci mon très cher Antinous. On t'embrasse bien fort. Merci pour tout. Bisous. Merci à vous. Bonne journée. Bon dimanche. À toi aussi. Mes très chers enchanteurs, donc on va clôturer cette émission, bien évidemment, qui était passionnante, franchement, j'adore. Et donc, en rediffusion, donc 18h20 aujourd'hui. Et puis après quoi, en vidéo replay sur notre chaîne YouTube Antasia TV. On vous embrasse bien fort. Et bon dimanche à tous. Ciao, ciao.